un immense honneur et une grande joie que nous recevons cet après-midi à l'espace Afrique. Maïsabé, je le répète, c'est pour aussi les gens qui passent éventuellement pour qu'ils rentrent. Donc Maïsabé et Djaili Amadou Amel. Alors je commencerai, vu qu'elle est l'invitée de notre pays, par Djaili Amadou Amel, qui est venue de Douala au Cameroun. Elle est née à Maroua, dans le département de Diamaré, département qui est situé dans la région nord du Cameroun. Alors, Djaili, elle a cette spécificité de réunir toute l'Afrique, dans la mesure où sa mère est égyptienne et son père est camerounais. Donc moi qui milite pour que le Sahara soit un lien entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, elle est l'exemple même et de ce que nous souhaitons, en tout cas en Algérie, la relation étroite entre l'Afrique du Nord, l'Algérie en particulier, et l'Afrique subsaharienne. Djaili Amadou Amel, bon, là, c'est pas la séquence People, mais elle a été mariée à l'âge de 17 ans. Donc très très jeune, voire demandée en mariage, même plus jeune. Et elle en parlera. Et c'était un mariage bien entendu forcé. Et elle a quitté, donc ça, c'était en 1998, pardon. Donc après 5 ans de mariage, elle a tout fait pour quitter, comme elle le dit, non pas son mari, mais quitter le mariage. Parce qu'elle avait aussi des coépouses, et elle en avait beaucoup. On en reparlera, parce que ça transparaît dans sa littérature. Ensuite, elle s'est quand même remariée, cette fois-ci par amour. Ça existe aussi. Mais elle quitte ce second mari après 10 ans de mariage, car il était violent. Et elle a beaucoup souffert de cette violence de ce mari qui lui disait « je t'aime » mais qui la battait tous les soirs. Elle a eu néanmoins 2 filles avec lui. On en reparlera. Elle s'installe à Yaoundé et l'événement le plus douloureux donc pour elle fut l'enlèvement de ses 2 filles par ce père. D'ailleurs, ce père qui, quand elle a écrit son premier roman, il lui a dit « J'espère que tu n'as pas parlé de moi ». Ça, je l'ai eu en aparté, mais je peux le révéler. Donc, ensuite, elle a continué ses études et elle a eu un BTS et elle a gagné son indépendance, donc en commençant à travailler. Elle commence à écrire et elle a commencé à vendre elle a vendu tous ses bijoux. Alors les bijoux qu'elle a eus en dot, hein, suite à ses mariages, pour subvenir à ses besoins et financer son projet qui était l'écriture. Alors elle vit aujourd'hui à Douala et elle s'est de nouveau remariée et je pense, vu son état, je pense qu'elle doit être heureuse. Cette fois-ci, c'est le bon. Voilà, si je peux me permettre, Djaili. Alors Djaili, je vais vous dire, je l'ai rencontré à Conakry au mois de mars, ou fin avril. Et je lui ai proposé donc de venir à l'Espace Afrique. Et je lui ai dit, tu me promets, tu viens, parce qu'on a sympathisé. Et elle a tenu promesse et elle est présente. Alors elle a publié de nombreux ouvrages dont on va parler, donc ce n'est pas la peine que je les cite. Maïsabé, beaucoup d'entre vous la connaissent, mais je vais quand même rappeler, je ne vais pas parler de ton mariage. Elle en a eu un et elle fut heureuse.
Alors, Maïssa B, donc, est une romancière que vous connaissez. Elle a commencé à publier durant la décennie noire. Et elle a publié durant et après la décennie noire, quoi qu'en disent d'autres. Elle a publié plus d'une dizaine de romans et a reçu plusieurs prix internationaux. À propos de prix, Djaïli Amadou Hamel a reçu le prix Goncourt des lycéens, non seulement de France, mais de tous les pays où il y a où la francophonie existe. Donc, Maïssa B a suivi des études universitaires de lettres, donc de français, à l'université d'Alger, où j'étais enseignant à l'université d'Alger 2. Moi, j'étais au département d'anglais, elle a étudié au département de français. Elle a animé l'association culturelle Parole et Écriture, qui fut créée en 2000, dont l'objectif était d'ouvrir des espaces d'expression culturelle, donc création de bibliothèques pour les femmes, donc création d'une bibliothèque en 2005, avec organisation de rencontres avec des auteurs, des ateliers d'écriture, des lectures de contes, des animations diverses pour les enfants. Elle a aussi écrit des nouvelles et des essais. Elle a reçu le Grand Prix des libraires algériens pour l'ensemble de son œuvre. Bien sûr, elle a énormément publié. J'ai fait énormément de chroniques sur les romans de Maïssa B, non seulement à El Watan, dans Liberté, et aussi dans Le Point Afrique. J'aime tous ces romans. J'aime énormément Entendez-vous dans les montagnes, dont elle va peut-être nous parler, et Bleu, Blanc, Vert, et Pierre sans papier ou cendre. Enfin, je les aime tous. Alors, on va commencer le débat. Ça, c'est une présentation pour ceux qui ne connaissent pas ce type de littérature. Des littératures écrites donc par des femmes, non seulement pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Voilà, en espérant qu'ils en prennent graine. Et ma première question est la suivante. Dans vos débuts d'écriture, j'aimerais vous demander comment vous est venu ce désir d'écrire, cette tentation de vous exprimer publiquement à travers l'écrit, de publier, donc, quand on sait que nos sociétés ne permettent pas toujours, en 2024 ça a changé bien entendu, toujours aux femmes de s'exprimer. Donc pour une femme, surtout à cette période-là, oui, d'accord. Donc, surtout à cette période-là, au moment où elles ont écrit, elles ont commencé à écrire, il fallait quand même oser et devenir des personnages publics. Donc, donc la question, je la résume rapidement. Comment vous est venue l'idée, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, un jour, de vouloir vous exprimer et d'écrire? Donc on commence par Djaïli. Et mets-le devant. Voilà. Très près, sinon on n'entend pas. D'accord. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et merci d'être là si nombreux. Pourquoi on commence par une question difficile? Ah bon? Oui, et en plus c'est injuste, elle aurait dû commencer. Donc, c'est pour rire. Et donc, pour moi, écrire, au départ, je le faisais, mais pour... voilà, comme ça, spontanément, parce que j'ai aimé lire. J'ai beaucoup aimé lire, j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune. Et comme tous ceux qui aiment lire, on s'essaie tout simplement. On commence par des petits poèmes et par des petites histoires. Mais
à aucun moment, bien sûr, quand j'ai commencé à écrire, je ne me suis dit que je vais faire un roman ou que je vais publier un livre. J'ai subi, comme vous l'avez dit, le mariage précoce et forcé. J'en ai beaucoup souffert. Je suis tombée dans une profonde dépression. J'ai fait toutes sortes de maladies psychosomatiques. J'ai fait des tentatives de fugue, des tentatives de suicide, jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur un agenda alors que je me sentais très très mal et que j'étais vraiment au fond. Et je trouve un agenda et je me mets à écrire. Ce n'était pas prémédité. Je ne me suis pas dit à ce moment-là que je vais écrire des romans ou que je vais parler de moi ou quoi que ce soit. J'ai juste trouvé par là le chemin de l'écriture thérapeutique. J'ai trouvé ce chemin de l'écriture thérapeutique toute seule. Je me suis mise à écrire. Il s'est passé des heures et quand j'ai arrêté, je me suis sentie libérée. J'avais vomi sur le papier toute la haine, toute la colère, tous les ressentiments que j'éprouvais au fond de moi et je me suis sentie bien. Mais entre commencer à écrire et publier, surtout dans notre région, par rapport à notre tradition, il y a un très grand pas. Chez nous, il y a ce que moi je viens de l'ethnie Peul. Les Peuls se trouvent dans environ une vingtaine de pays en Afrique. Ce qui nous réunit, c'est le respect du Pulaku. Le Pulaku, c'est l'ensemble des valeurs qui régit la vie des Peuls. Donc, dans le Pulaku, la première des règles, la première des valeurs, c'est le Semtende. Le Semtende, ça veut dire la honte, la pudeur, la honte d'avoir honte. Et puis, nous avons d'autres valeurs comme la patience, c'est-à-dire l'endurance, la patience dans les épreuves physiques, mais également dans tout ce qui est épreuves psychologiques également. Nous avons aussi le sens de la dignité, etc. Et donc, se mettre à écrire et à publier, à ce moment-là, ça va à l'encontre de toutes les valeurs du Pulaku. Et donc, quand j'ai quitté mon mariage et que mes filles ont été kidnappées par leur père, il fallait que je trouve le moyen de me sauver, mais également de les sauver. Et pour moi, c'est passé tout simplement par la littérature. Donc, je n'avais pas d'autre choix du moment où je décidais de ne pas rentrer à la maison et de ne pas céder et de continuer dans ma rébellion. Je n'avais pas d'autre choix que de réussir. Réussir pour, comme je l'ai dit, me sauver, mais également sauver mes filles, mais être aussi, par le biais de la littérature, la voix de toutes ces femmes qui n'ont pas de voix. Et c'est comme ça que je me suis engagée donc, dans une littérature militante, dans une littérature qui donne la voix aux femmes et qui dit tout haut tout ce que nous, les femmes dans le Sahel, pensons tout bas et que nous ne pouvons pas exprimer. Le mariage précoce et forcé, la place de la femme dans nos traditions, l'amalgame entre la religion et les traditions, la polygamie, les violences faites aux femmes, etc. C'est donc mon cheval de bataille, comme on dit. Merci Jaili. Alors on va voir justement qu'est-ce qui fait que un jour, Maïssa, tu as décidé, habitant Sidi Bel Abbès, d'écrire et de devenir un personnage public. Oui. Bonsoir à tous. Très heureuse de revoir certains visages. Quand j'écoute Jaili, je me dis finalement, on peut dire, c'est une façon de le dire, peut-être qui n'est pas très... Mais les femmes écrivent avec leurs tripes, beaucoup. C'est la somme de toutes ces souffrances subies que tu as pu, en fait, comment dire, mettre sur du papier. Je ne sais pas si ça t'a fait du bien, je ne sais pas si ça t'a fait quelque chose de positif, je ne sais pas. Moi, j'ai écrit comme... et j'aime beaucoup cette phrase de Essed Djebar, qui est quelqu'un pour qui j'ai une admiration profonde, qui dit « J'écris à force de me taire ». Et bien moi, c'était ça. C'était exactement ça. J'aurais pu écrire cette expression. J'ai écrit à force de me taire. J'ai été toute ma vie une personne très, très silencieuse, qui ne parlait pas beaucoup, qui ne vivait pas, même au niveau de la famille, des événements familiaux, qui ne communiquait pas beaucoup avec les autres. Bon, j'ai vécu
Alors, j'étais dans un lycée, en internat. J'étais au lycée Descartes, au lycée Fromentin, à l'époque. J'ai vécu en internat, donc je n'avais pas le contact avec ma société, la société. Et donc, je vivais plutôt dans le silence. Et ce silence, bien entendu, était nourri uniquement par les livres et par la lecture. J'ai été une boulimique de lecture depuis que j'ai appris à lire, c'est-à-dire à l'âge de, selon la légende familiale, 4 ans et demi. C'est ma mère qui m'a dit ça, donc je ne me souviens pas. Donc j'ai consacré ma vie à la lecture et pas du tout, et je n'ai jamais pensé à l'écriture, jamais. Et après, j'ai fait comme toutes les femmes en Algérie, les femmes, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, une vie sociale, un travail qui me plaisait, j'étais prof de français, j'adorais ça, j'adorais le contact avec les élèves, etc. Et l'écriture, mon écriture, je n'y ai jamais pensé. Il y avait 2 raisons pour cela, parce que j'avais l'habitude, justement, je me taisais, donc il était hors de question de confier à quelqu'un ou à mes pensées les plus profondes et mes révoltes et mes colères. Et la deuxième raison, c'est que comme j'étais une très grande lectrice, je plaçais la littérature très très haut. Je me disais jamais je ne pourrais me dire écrivain. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal quand j'entends quelqu'un me dire... comme toi, tu viens de le faire si gentiment, une grande écrivaine, j'ai du mal. J'ai du mal parce que pour moi, la littérature et certains écrivains et certaines écrivaines, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très... Donc, je n'ai pas décidé d'écrire. C'est l'écriture qui est venue à moi. Et elle est venue quand et tu le sais, tu es bien placé pour le savoir. C'est arrivé pendant la décennie noire. Et là, j'ai écrit à force de silence et à force de réclusion. Parce qu'il me semblait que tous les horizons étaient fermés. Il n'y avait plus rien. On ne faisait quoi pour ceux qui ont vécu cette époque-là, quel était qu'est-ce qui nous restait comme espace quotidien? C'était le décompte des morts. Et il y avait la peur. La peur, bien entendu, l'enfermement, évidemment, le renoncement à tout ce qui fait la vie et le décompte des morts. Et notre vie était rythmée par tout cela pendant toutes ces années. Je pense qu'il faut le rappeler parce que ça a été une période très dure. Et la seule thérapie que j'ai trouvée, parce que sinon j'aurais complètement sombré, j'ai perdu des amis, des amis que tout le monde avait, des personnes très importantes pour notre pays, pour l'Algérie. Donc c'était des douleurs sans arrêt. Et un jour, je me suis mise devant, en plus, un cahier, et j'ai commencé à écrire au crayon à papier. Et j'ai commencé à écrire, mais pas du tout sur cette période de malheur. J'ai commencé à essayer de raconter une histoire d'amour, une histoire de soleil, une histoire de mer, une histoire d'espace et de liberté. C'est ce que j'ai commencé à faire. Parce que c'était ce que nous n'avions pas la possibilité de vivre à ce moment-là. C'était, je ne sais pas comment ça peut s'appeler, thérapie, exutoire, enfin je ne sais pas. Mais je n'ai pas pensé que j'étais en train d'écrire un livre, pas du tout. Je n'avais pas du tout cette ambition-là, c'était très éloigné de moi. Et petit à petit, cette histoire a pris forme. Et évidemment, ce que nous étions en train de vivre s'est amalgamé à ce que j'étais en train d'écrire. Et c'est comme ça que j'ai publié mon premier roman, qui est ma grande surprise, parce que je ne connaissais rien au monde de l'édition, etc., qui a été accepté par une maison d'édition en France et qui a été publié à ma grande surprise parce que j'ai eu des contacts avec une personne qui vivait en France, une prof de fac, et voilà comment je suis entrée en écriture. Mais je ne me suis pas considérée comme écrivaine. Pas du tout. J'avais écrit un livre et puis bon, je voyais qu'il y avait quand même des retours, il y avait des retours très positifs et tout. J'ai commencé à me considérer comme écrivaine à partir du moment où j'ai rencontré déjà des lecteurs et des lectrices, et en même temps, quand j'ai continué à écrire autre chose. Alors justement, par rapport à ce premier ouvrage qui est publié, donc en France et en Algérie, et au Cameroun et en France, quel a été votre sentiment, le premier sentiment que vous avez eu lorsque vous avez commencé à rencontrer vos lecteurs pour signer des livres, etc. Qu'est-ce que vous avez ressenti en tant que, non seulement en tant qu'écrivaine, en tant que romancière, mais en tant que femme? Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu quelque chose dont vous vous rappelez et qui a fait que
c'était un moment fort, ou pas? Alors, je ne me suis pas placée d'emblée dans l'écriture féminine. Et j'ai beaucoup de mal avec cette notion d'écriture féminine. Je ne vois pas pourquoi on parle d'écriture féminine pour les femmes et on ne parle pas d'écriture masculine pour les hommes. Ça, pour moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas, tu vois. Non, mais c'est vrai, on fait des tas de séminaires, de rencontres, d'articles, d'études sur l'écriture féminine et j'en ai jamais vu aucun sur l'écriture masculine. Donc déjà, je ne me suis pas positionnée en tant qu'écriture féminine. Mais je me suis rendu compte que dans mon écriture transparaissaient tous les thèmes de ce que tu viens de tous les thèmes de ce que les femmes vivent et subissent au quotidien. Parce que j'étais au plus près de la réalité, de cette réalité-là, qui est la réalité des femmes. Alors, je reviens à ma question. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez rencontré votre premier lecteur en tant que personne? Très gênée. Vraiment? Gênée. Ah oui, de la gêne, parce que bon, c'était difficile. Et puis, il faut dire que pour un premier roman, j'ai quand même tapé un peu fort. J'ai quand même raconté un avortement. Et évidemment, ce n'était pas toujours évident pour les lecteurs et les lectrices de venir me dire j'ai beaucoup aimé votre roman et de parler de ça. Ça reste encore un sujet un peu difficile et compliqué à aborder dans la mesure où voilà, j'ai raconté ça et je me demandais si vraiment ce lecteur ou cette lectrice, en général c'était des lectrices le plus souvent, ces lecteurs et ces lectrices étaient sincères dans ce qu'ils se diraient. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Voilà, et bien ce sentiment-là, je l'ai ressenti. D'accord. Tu vois, en me disant, mais attends, je ne me considérais pas vraiment comme écrivaine au début. Hein. Il a fallu plusieurs épisodes, c'est-à-dire plusieurs livres, pour qu'enfin j'accepte l'idée qu'on puisse parler de moi comme écrivaine. Djaïli, par rapport à ce sentiment de rencontrer votre premier lecteur, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez ressenti de la fierté, de vous dire je suis arrivé, En fait, j'ai réussi? comme je l'ai dit, j'ai commencé à écrire juste pour moi, pour me sentir mieux. C'était une sorte de thérapie. C'était une sorte de thérapie, d'exutoire. Grâce à ça, j'ai pu quitter mon premier mariage. Dans mon deuxième mariage, où c'était totalement mon choix, et où j'ai eu 2 enfants, 2 filles, eh bien, à ce moment-là, je vivais plutôt de l'oppression et de la violence conjugale. Tu ne sors pas, tu ne dois pas parler à telle personne, tu ne vas aller chez ta mère que quand je te donne la permission d'y aller. Tu ne travailles pas, tu n'as pas le droit de gagner de l'argent, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Et puis des insultes, et puis une gifle, et puis une deuxième, et puis un coup de poing, etc. C'est normal en fait dans notre région. Quand une femme est frappée par son mari, quand elle est battue, c'est comme ça se passe partout ailleurs dans le monde. Les femmes commencent par se cacher. Elles ressentent une culpabilité. Et c'est ce que j'ai ressenti pendant longtemps. Dans ma région, même quand les femmes ne sont pas bien, elles arrangent leur maison. Elles mettent des bibelots dans leur salon. Et moi, je n'avais pas de bibelot dans mon salon, j'avais un ordinateur. Et j'écrivais. Pendant 10 ans, j'ai écrit seule, sans faire lire jamais mes textes, sans même dire de ce que je faisais justement avec cet ordinateur. Et toutes mes copines qui venaient me rendre visite me posaient la question, qu'est-ce que tu fais avec cet ordinateur? À quoi ça sert? Pourquoi tu es tout le temps dessus? Mais ce n'était pas la peine que j'explique ce que je faisais. Je ne pouvais pas dire, en fait, je rêve de devenir écrivain parce que ça n'existe pas dans ma région. Aucune femme n'a jamais écrit. Et puis, je quitte ce mariage, mes enfants se font enlever et je me retrouve en tant que femme devant un choix impossible à faire. Une femme
dans ma région qui quitte son mariage, c'est une mauvaise fille, c'est une mauvaise femme, c'est une mauvaise mère, c'est une mauvaise tout. Une femme qui quitte son mariage, c'est pour faire la pute, excusez-moi du mot. Ça fait très difficile. Et donc il fallait accepter d'aller jusqu'au bout de sa révolte, jusqu'au bout de cette rébellion. Et donc, j'ai décidé de ne pas rentrer. J'ai décidé de sauver ma vie. J'ai décidé de devenir une voix. Et donc, quand je suis partie, je suis allée chez mon frère. Et je me souviens, c'est une anecdote que je vous raconte avant d'en venir à la question que je n'ai pas oubliée. J'ai toujours voulu faire un piercing. Et j'ai toujours eu peur de le faire. Et donc, je me faisais accompagner par mon frère qui est adorable, il s'appelle Hicham. Et donc, Hicham m'accompagnait juste devant la boutique où on devait faire le piercing. Je renonçais, je me disais non, je vais le faire demain. Et je courais, il se moquait de moi, il m'a dit, tu n'y arriveras jamais, je suis sûre que tu ne vas jamais pouvoir faire ce piercing. Eh bien, le jour où je suis allée signer mon contrat d'édition, eh bien, ce jour-là, en sortant de chez l'éditeur, je suis allée me faire un piercing. Juste pour pouvoir me rappeler, chaque jour, quand je veux me regarder dans le miroir le matin, de me dire, si tu as réussi ça, c'est-à-dire à publier un roman, rien ne peut t'échapper. Tu peux tout faire. Et donc, pour moi, c'est ça aussi. Et donc, quand j'ai rencontré mon premier lecteur, j'étais dans une colère noire. J'étais prête à me battre. Et donc, j'étais prête à subir tout ce qu'on pouvait me dire. Je savais que ça allait être très difficile. Je suis la première écrivaine dans le Nord Cameroun. Je suis la première qui parle de ces sujets dont on ne parle pas. Et par ironie, je donne comme titre à mon premier roman « L'art de partager un mari ». Quand un homme le prend, il se dit « Ah, voilà une femme qui a tout compris ». Et après, quand il rentre dans le texte, il dit « C'était de la publicité mensongère ». Et donc, voilà. Et donc, je me sentais forte. Je me sentais capable de me battre contre le monde entier. Et j'étais prête à le faire. Quand j'ai publié mon texte, j'étais prête à récupérer mes enfants. J'étais prête à me battre contre tous ceux qui continuent à violenter les femmes. J'étais prête à parler de tous ces sujets qui étaient tabous dans notre société. Et j'étais prête à assumer jusqu'au bout chaque page, chaque mot de mon roman. Merci beaucoup. Merci, Djaïli. Vous avez remarqué que Djaïli ne dit pas « j'ai quitté mon mari, j'ai quitté le mariage hein, ». C'est quand même évocateur de quelque chose. Donc après ce premier contact avec les lecteurs, la lectrice, etc., j'aimerais qu'on rentre un tout petit peu, un problème un peu technique, mais qui peut être intéressant pour ceux qui sont là et qui aimeraient comprendre. J'écris des essais en littérature africaine et il y avait chez Casbah et il y a un jeune qui est venu me voir et il m'a dit « Monsieur, j'aimerais être comme vous, écrire et publier. Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et je trouve ça quand même extraordinaire comme... il n'était pas du tout intéressé par le livre que je signais. Hein. Et donc, je lui dis, il faut s'asseoir, ce que tu as fait, et il faut commencer à écrire. Alors, et donc, il y a des gens qui sont intéressés et qui voudraient savoir comment on écrit un roman. Qu'est-ce qui fait qu'on écrit de la fiction hein. Et ma question, c'est, au-delà du premier roman, qui vient des tripes, et parce que vous avez souffert, vous voulez vous exprimer dans des situations nationales différentes, dans des situations sociologiques différentes, quoique. Comment, dans votre tête, vient l'idée, une fois que vous avez écrit le deuxième, le troisième roman, souvent on entend un auteur dire « j'ai le syndrome de la page blanche ».
je ne sais plus quoi écrire. Alors ma question est, comment vous vient l'idée d'écrire sur tel ou tel sujet? Pourquoi je pose la question? Parce qu'une fois qu'on est engagé, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui peut prendre 1 an, 2 ans, je ne sais pas, pour pouvoir terminer et dire ça y est, je ne peux pas aller plus loin, il faut que je le publie. Donc comment vous vient l'idée d'une thématique, d'un sujet, et comment, à partir du moment où vous avez l'idée, comment se structure, vous personnellement, en tant que romancière, comment vous commencez à structurer votre récit? Est-ce qu'il vient au fur et à mesure? Est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous commencez à dessiner des personnages et puis vous travaillez autour? Comment ça se passe? Et j'aimerais commencer par Maïssa à ce sujet, ensuite Jaïli. Oui, quand on avait écrit un premier roman, il n'est pas nécessaire, enfin, il n'est pas obligatoire de penser au deuxième. Le deuxième ou le troisième. Bon, moi, j'avais écrit un recueil de nouvelles pendant que j'attendais la publication de mon roman. Et ce recueil de nouvelles a été accepté par une grande maison d'édition parisienne. Et c'est comme ça que, voilà, c'est comme ça que l'engrenage, j'ai mis le pied dans l'engrenage. Mais on ne part pas forcément que de soi quand on écrit un roman. On part de ce qui nous pose question, de ce qui nous peut nous poser. Mon troisième roman, enfin mon deuxième roman, sur lequel tu as beaucoup travaillé, je crois, Surtout ne te retourne pas. Oui. C'est un roman qui a été écrit sur le tremblement de terre de Boumerdès. De Boumerdès, effectivement. Juste après le tremblement de terre. C'est un roman qui a été complètement dicté par la douleur et par la colère, surtout par la colère. Parce que je regardais ce qui se passait, on regardait la télévision. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont vécu ce moment-là ici en Algérie, mais la télévision, 24 heures sur 24, la télévision algérienne nous montrait des images du tremblement de terre, de la ville de Boumerdès, de tous les dégâts qu'avait causé ce tremblement de terre. On voyait des gens qui étaient dans des camps, enfin c'était... Et j'ai eu une colère intense contre la façon dont les gens qui avaient souffert du tremblement de terre avaient vécu cela. Et dont ça a été géré. Et c'était ça qu'il fallait que j'écrive à ce moment-là. C'était impératif pour moi. Impératif pour me libérer peut-être de cette colère et en même temps la partager. C'était très... Comment dire ? Il y avait 2 objectifs. Me libérer, parler de ce que je ressentais, sans me mettre en scène, bien entendu, et en même temps, partager avec les autres, tous ceux qui vivaient cette colère. Il me semblait que c'était la moindre des choses, que je ne pouvais plus vivre, ou ni écrire, ni vivre, sans mettre ma pierre dans ce chaos, dans ce désordre qui existait à ce moment-là. Et les livres viennent comme ça. Ils peuvent venir sur un coup de colère ou sur des choses qui remontent de plus loin, tu vois, voilà. Qui remontent de l'enfance. Par exemple, j'écris sur la mort de mon père, qui est mort sous la torture. Bien plus après avoir écrit plusieurs livres, hein, c'est arrivé aussi. Il y a des sujets, on ne choisit pas forcément ces sujets. Entendez-vous dans les montagnes. Voilà, souvent ils s'imposent à nous, les sujets. On ne les choisit pas forcément. Et je crois que je vis avec ça. Et j'ai essayé de m'éloigner un petit peu de moi ensuite avec d'autres romans. Alors comment vous structurez votre récit? Est-ce que vous avez un plan? Et ensuite vous avancez? Ou est-ce que vous le faites de manière instinctive, page après page? Je suis incapable de faire un plan. Quand je lis les biographies des grands écrivains, quand je vois par exemple comment Flaubert, comment Balzac s'organisaient, ou Zola faisait des schémas, qu'ils organisaient tout leur travail, je suis profondément admirative. Je suis incapable. Déjà à la maison, pour moi, c'est très dur de m'organiser. Alors, non, moi, je ne suis que le fil de l'histoire que je veux raconter. Ça se joue à l'instinct et à la nécessité de dire telle chose à tel moment. Et il m'est arrivé de commencer des romans
sans vraiment, et ça c'est sans savoir comment ils allaient se finir, sans savoir du tout. Je commençais le roman, je racontais et je me laissais porter par des personnages. Donc, si je comprends par des bien, trucs. au début, vous ne connaissez pas la fin. Non, je ne connais pas la fin. La plupart du temps, je ne la connais pas. Sauf pour certains romans où c'est évident, mais non, je ne connaissais pas la fin. Je ne connais pas la fin. Et la fin vient s'imposer à moi parce que c'est la suite de tous les événements. C'est comme si les choses étaient déjà prêtes et que je les découvrais au fur et à mesure que j'écrivais. Et une fois que vous êtes en écriture, est-ce que vous y pensez tout le temps? Ou est-ce que vous arrivez à Si, des fois. regarder un film, à cuisiner? Mais je sais pas, c'est pas que j'arrive, c'est que je suis obligée de faire les courses, de faire le ménage, de cuisiner, de m'occuper de la maison, de m'occuper des enfants, etc. Donc oui, tout ça, ça fait partie du quotidien de toutes les femmes. Moi, je me souviens qu'une fois, j'ai entendu un homme parler, un écrivain, un grand écrivain français, et je l'ai entendu parler, et il racontait son emploi du temps du jour. Quand et comment il écrivait. Il se levait à 6 h du matin, il écrivait jusqu'à 9 h, ensuite il allait faire une promenade en forêt, ensuite il revenait. Oui, non, mais c'est sérieux. Hein, et ensuite, une fois qu'il s'était bien aéré l'esprit... Il fait la sieste? Non, il allait manger parce qu'il trouvait le déjeuner tout prêt. Il n'allait pas faire les courses ni la cuisine. Et ensuite, il faisait un petit repos de quelques minutes. Il racontait ça devant moi. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible. Comment ils font? Nous, il y a plein de choses qui viennent interférer dans notre vie. On ne peut pas s'organiser de cette façon. Et c'est pour ça que j'ai pris l'habitude, et pour moi c'était important, d'avoir des plages de temps à moi, et je les prenais sur mon temps de sommeil. Je dormais pas, je dors très peu, c'est une habitude que j'ai. Et à partir de 8 h du soir, on sait que les enfants n'ont plus besoin de nous. On sait que ça y est, on a fait la cuisine, on a fait la vaisselle, on a déjeuné, tout ça. Donc on ne sera plus sollicité, le téléphone ne va pas sonner, des amis ne vont pas venir pour pouvoir discuter. Et là, on se pose et je commençais à écrire de 9 h, par exemple, de 9 h du soir à 5 h du matin. Ça ne me dérangeait pas. Et je me levais le matin pour aller au boulot, hein, normalement, et voilà. Donc c'est une manière de s'organiser. Mais après, ça peut devenir obsessionnel. Hein. Ah oui. Ah oui, ça peut devenir obsessionnel parce qu'il y a des phrases, il y a des moments où on bloque et on ne pense qu'à ça dans la journée, en dormant, en rêvant, on pense à ça. Et ça devient quelque chose de... Comment dire? Ça devient quelque chose qui a une présence très envahissante dans notre vie au quotidien. Et moi, mes enfants, des fois, ils me parlaient, je ne les écoutais pas et ils le sentaient. Ils me disaient, maman, tu n'es pas en train de nous écouter. Eh bien non, je ne suis pas en train de vous écouter parce que j'ai réfléchi et je crois que je vais aller sur mon ordinateur. Il y a une idée qui voilà, arrive. Une idée qui arrive. Ouais. Oui, effectivement, c'est une manière de fonctionner dans ce domaine-là, dans le domaine littéraire. Et justement, en parlant, puisque les gens parlent d'écriture féminine, on dit souvent que l'écriture féminine, c'est souvent une écriture en fragments. On reviendra là-dessus. Oui, en fragments. Et je pense que c'est dû à ça, parce que on écrit, on s'arrête, on va faire la cuisine, on va faire les courses, on va s'occuper de telle ou telle chose, et on revient. Et il me semble que ça a peut-être un lien aussi avec ça. Ah oui, d'accord, oui, effectivement. Alors, on est toujours avec Maïssa B, donc que vous connaissez, et Djaïli Amadou Hamel, qui nous vient du Cameroun. Alors, même question. Comment vous fonctionnez par rapport à la rédaction et l'écriture d'un roman? Eh bien, ça dépend du roman et ça dépend du sujet. Comment vous vient le sujet? Voilà, comme pour mon premier roman, je savais que j'allais parler de la condition des femmes, du mariage forcé, de tous ces sujets qui me tiennent à cœur, de la polygamie. Et pour ça, je n'avais pas besoin de faire des recherches ou quoi que ce soit parce que j'ai vécu en plein dedans. Donc, ça s'est fait comme ça, naturellement. Pour mon deuxième roman, par contre, dans ça, le premier et Les Impatientes, je n'avais pas besoin de chercher plus loin. Ce sont des expériences personnelles, mais également ce qui se passe autour de moi. Pour les trois autres romans, je procède toujours de la même manière. Minimum, un an d'enquête sur le terrain. Minimum. Donc, je mène des enquêtes, je fais des recherches, en passant évidemment par
des enquêtes d'abord sur le terrain. Ça peut passer par mon association ou bien sur le plan personnel, où je pose des questions à des personnes, etc. Mais vraiment, je prends des notes, mais surtout, je m'imprègne, j'entre dans le sujet, comme on dit. Donc, pour le harem du roi, qui est mon dernier roman, il m'a fallu 2 ans. Merveilleux roman. Merci beaucoup. Donc, il m'a fallu 2 ans pour mener les enquêtes parce que c'est un environnement que je ne connais pas forcément. Donc, il fallait que je visite les palais, il fallait que je parle avec les personnes, etc. C'est vrai que c'est un roman inattendu en littérature africaine parce que vous révélez, c'est ce que j'ai dit dans la chronique, vous révélez un monde que l'on ne perçoit pas en Afrique aujourd'hui. Et donc, ce roman qui raconte les royaumes à l'intérieur de l'État, de la nation, en Afrique de l'Ouest, il existe dans l'État, dans la nation, au Cameroun, au Mali, au Bénin, etc., des royaumes, si tu veux, un État dans un État. Donc des royaumes traditionnels, avec un roi, etc. Et dans ce roman, justement, lorsque je l'ai lu, je me suis dit, mais comment elle a fait pour avoir tous ces détails? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'écrit, etc. Et donc, ça tombe bien la question. Les enquêtes sur le terrain, les recherches sur le plan historique, anthropologique, ethnologique, etc. Donc, il y a tout ça, cet ensemble de choses, voilà, qui vont nourrir, tous ces détails qui vont nourrir donc, le livre. Une fois que je me sens prête et que je sens que j'ai fait le tour de la question et que je sais tout sur la question, eh bien, à ce moment-là, je vais me décider à écrire. Mais en réalité, je vais tellement penser à ce livre, tellement penser à mon sujet, qu'à un moment, ça va commencer à m'obséder. En dormant, je ne pense qu'à ça. En mangeant, je ne pense qu'à ça. En me réveillant, c'est-à-dire le texte me poursuit littéralement. Et je commence à être presque surmenée, tellement je pense à ce texte. Et donc, je décide donc de me mettre à écrire. Donc, pour écrire pour moi, il faut tout un environnement. D'abord, j'écris de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Seulement, je n'écris pas du tout dans la journée. Je n'écris pas ailleurs que chez moi. Donc, ça doit toujours être à la même heure, le même espace. J'ai un grand canapé. Je mets au moins 4 ou 5 coussins. Un coussin pour caler mon dos, un autre à ma droite, on va tout savoir. 2 autres à ma gauche, un thermos de thé, plein de tisanes, etc. à côté. De préférence des choses à grignoter parce que je vais avoir quand même un tout petit peu faim. Généralement, quand j'écris, je prends du poids. Mais une femme est belle quand elle a du poids. Et donc, je m'assois. La maison est pour moi presque vide. La nuit noire. Pas un silence. Mon époux dort dans la chambre et bien entendu, il se prend un plaisir à me rappeler qu'il est célibataire. Tant pis pour lui. Parce que c'est un écrivain aussi. Et voilà. Quand il se met, lui, à écrire dans la journée, eh bien, on se côtoie. On se rencontre. Quand il se lève, je me couche. Et donc, toute la maison est à moi. Je m'assois et je me mets à écrire. Je n'ai pas de plan. Je sais comment ça commence, mais je ne sais jamais comment ça va finir. Et puis, comme je l'ai dit, j'écris de minuit jusqu'à 5h30, environ l'heure de la prière. 6h, j'arrête d'écrire, j'enregistre tout ça. Mes enfants vont se lever pour aller à l'école. Un bisou vite fait. Mon mari va se lever pour aller au travail et la maison m'appartient. Je peux dormir jusqu'à 14h. Et malheureusement, il y a des moments où je n'arrive pas à dormir parce que le texte me poursuit. Donc, voilà, jusqu'à la fin. Et la partie, évidemment, la plus cool, finalement, la plus calme, c'est quand je relis le texte et que je corrige le texte. Et donc, une fois que j'ai terminé le roman, dans ce roman, il y a déjà le sujet du prochain roman. D'accord. Toujours. Si vous prenez Mystery Joe ou Walande, dans mon premier ou mon deuxième roman, vous verrez directement les violences faites aux femmes.
Dans les impatientes qu'on connaît ici, la plupart des personnes, dans les impatientes, je parle d'une domestique qui a été violée. Eh bien, cette domestique qui a été violée et cette vie de domestique, on le retrouve dans le roman qui suit, qui est Cœur du Sahel. Dans Cœur du Sahel, je parle de la servitude, donc des esclaves d'aujourd'hui, etc. Et donc, dans le harem du roi, on retrouve ce sujet. Et évidemment, dans le harem du roi, il y a déjà mon prochain roman, mais je ne vous dirai pas, vous n'avez qu'à chercher tout seul. Et comme ça, vous êtes obligé d'acheter le livre qui est là. C'est une excellente technique, absolument, c'est une excellente technique. Alors, donc là, c'est le projet d'écriture, la manière dont on l'écrit, ce qui se passe, etc., dans la tête d'un écrivain. Par rapport à la société, j'aimerais vous poser une question. Donc, vous créez des histoires, de la fiction, même si vous vous renseignez, vous avez des éléments historiques, sociologiques que vous documentez, etc. Vous avez un rapport direct ou indirect avec la vie des femmes de vos pays respectifs. Est-ce une... et il existe, et il y a dans vos romans, toujours le personnage principal, c'est toujours... une femme ou des femmes, il y a des hommes bien entendu et des enfants, mais c'est la femme qui est centrale dans vos écritures. Alors est-ce une volonté délibérée ou est-ce que vous sentez cela comme une nécessité d'écrire et d'avoir comme personnage principal une femme ou des femmes? Pour moi, c'est une nécessité. Je le ressens comme ça. Moi, je n'ai aucun mal à ce qu'on dise que mon écriture est féminine ou féministe même. Ça ne me dérange pas, je l'assume totalement. Et donc, il est important pour moi de donner la voix à des femmes. Et c'est pour cela que voilà, j'écris. Tous mes personnages sont pour la plupart des femmes. Et mes héroïnes sont des femmes. Et sur le plan psychologique, j'aime bien explorer aussi tout ce côté-là de la femme. Et pour certains romans comme Les Impatientes, qui me touchent particulièrement, ça a été pour moi presque un besoin. Quand on a subi la violence conjugale et qu'on se dit qu'on va écrire sur cette violence-là, eh bien, c'est extrêmement difficile en réalité parce qu'on se sent impliqué tout au fond. Je me souviens qu'à un moment, j'étais en train d'écrire et mon époux discrètement se lève pour aller se coucher. Et il me voit qui m'effondre sur mon ordinateur en sanglots. Et à ce moment-là, il me dit, peut-être que si ça te met dans cet état, c'est que tu n'es pas encore prête à écrire ça. Et je lui pose juste une question, à quel moment on est prêt? À quel moment on peut se sentir prêt à pouvoir aborder toutes ces questions qui nous concernent, qui nous touchent, mais qui sont aussi des questions essentielles. Parce que si on ne le dit pas nous, qui va le faire à notre place? Et peut-être qu'on n'a pas tellement envie que ce soit les autres qui le disent à notre place, parce que c'est nous qui l'avons vécu, c'est nous qui le ressentons. Nous savons tout au fond de nous ce que ça fait. Je ne suis pas sûre qu'un homme, en parlant de l'avortement par exemple, peut bien décrire ce sentiment, cette culpabilité peut-être, ce manque qu'une femme peut ressentir. Et c'est peut-être ça aussi qui fait la différence, parce que nos tests sont emplis de sensibilité, d'une certaine fragilité, d'une force fragile. Et peut-être c'est ça qui interpelle le lecteur. Et moi, c'est pour cela que j'aime particulièrement les écrits des femmes. Maïssa? Oui, moi, je vais te contredire un petit peu. Tu as dit tous les romans ont pour sujet des femmes. J'ai écrit plusieurs romans qui n'ont pas pour sujet des femmes. J'ai écrit un texte dans lequel je reviens sur une réalité historique. Et en fait, je me suis posé souvent la question, parce qu'au début, on ne réalise pas tout de suite. C'est après qu'on réalise pourquoi j'ai écrit ce livre. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un roman. À ce moment-là, qu'est-ce qui a motivé cette écriture?
Et en fait, je ne sais pas Tu si vous vous penses à souvenez... Entendez-vous dans les montagnes? Oui, non, celui-là après viendra. Mais par exemple, j'ai écrit un roman qui revient sur les 132 ans de colonisation, Ah oui. qui s'appelle Pierre sans papier ou cendre, où je raconte l'histoire d'un petit gamin de 11 ans qui traverse les 130 ans de colonisation. Il est présent à tous les épisodes les plus marquants, les plus douloureux de l'histoire algérienne. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui est témoin de tout ce qui s'est passé. En fait, ce texte, je l'ai écrit, c'était pour répondre à Jacques Chirac, pour la loi sur les bienfaits de la colonisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une loi qui est passée à l'Assemblée nationale dans laquelle on disait que la colonisation avait eu des bienfaits. Donc j'ai répondu aux députés qui avaient voté cette loi et qui a été d'ailleurs abrogée ensuite. J'ai écrit aussi un texte qui s'appelle « Entendez-vous dans les montagnes ». Ça a été... Merveilleux texte. Ça, c'est monté du plus profond de moi. J'ai mis en scène une femme, mais c'était pas elle le personnage principal. Le personnage principal, c'était la guerre d'Algérie, c'était la torture, c'était la façon dont mon père avait été exécuté pendant la Révolution, pendant la guerre de libération. Et c'est la même chose pour Bleu, Blanc, Vert aussi. Arrivé à la fin des années 90, début des années 2000, je me suis dit, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays pour qu'on en arrive là, pour qu'on arrive à cette décennie meurtrière, enfin, ces 10 années d'horreur que nous avons tous vécues. Qu'est-ce qui a fait depuis l'indépendance, nous a mené à passer de ces... Et c'est à partir de ce questionnement que j'ai commencé à écrire. Donc, tu vois, je n'écris pas toujours sur les femmes ou à propos des femmes. Là, je voulais comprendre. Je suis partie... Ça commence... En 1962, juillet 1962, l'indépendance, et ça se termine en juin 92, l'assassinat du président Boudiaf. Voilà, donc c'est 30 ans de la vie de l'Algérie et cette évolution qui nous a amenés à cette fameuse décennie noire. Donc les thèmes s'imposent quelquefois à moi, parce que je me dis, si j'ai la possibilité de dire ce que je ressens, et que beaucoup de personnes ressentent, parce que c'est ce que je constate dans les retours des lecteurs, tu vois. Et je me dis, finalement, c'est ça. Il faut que j'ouvre mon écriture à autre chose que moi-même, à autre chose que mes états d'âme ou les états d'âme des femmes. Ce qui ne m'empêche pas de penser très très fort. Mon dernier roman en est la preuve, à tout ce que peuvent subir les femmes violentées, maltraitées, etc. Donc c'est quand même assez varié, on va dire. Oui, absolument. En effet, la question, même si les thèmes ne mettent pas en scène la femme, néanmoins, si le thème va au-delà de la femme, donc entendez-vous dans les montagnes, bleu, blanc, vert, etc. Néanmoins, les personnages féminins sont toujours présents, bien entendu. Ah ben oui, forcément, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, par rapport à la question donc des femmes, depuis les années 60, donc les indépendances des pays africains, et vous savez que les deux pays qui ont le plus souffert de la colonisation, la colonisation a été dure partout. Donc je ne suis pas en train de dire que c'était le paradis au Sénégal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même deux pays qui ont vraiment subi une colonisation qui a été au-delà de ce que l'on peut penser. C'est l'Algérie et l'Afrique du Sud. Pourquoi ? Parce que l'Algérie n'était pas un pays colonisé. Il était devenu un département français. Et il y a eu une colonisation de peuplement. C'est-à-dire, les Européens sont venus s'installer, bon, nous on les connaît, c'est les pieds noirs. Donc, il y a eu une colonisation de peuplement. En Afrique du Sud, c'est la même chose. En Afrique du Sud, il y a eu une colonisation de peuplement. Hollandais, britannique, portugais, etc.
Et donc, une colonisation de peuplement, cela signifie l'effacement de l'autre. Et donc, ce que dit Winnie Mandela et ce que dit Jamila Bouhired, que je compare d'ailleurs, elles disent que les femmes ont subi une double, si j'ose dire, colonisation. Celle de l'européen, du français pour l'Algérie ou de l'anglais pour l'Afrique du Sud, mais elles ont subi aussi l'autorité de l'homme algérien et de domination, merci, et de l'homme sud-africain. Alors ma question aujourd'hui, est-ce que depuis donc les années 60 et 90 pour l'Afrique du Sud et pour le Cameroun aussi a eu une guerre contre le colonialisme français, ce qui n'était pas le cas au Sénégal ou bien au Bénin. C'était une autre forme de civilisation. Et la civilisation britannique, c'était plutôt une civilisation où il y avait un officier. C'était une colonisation administrative. Bref, alors, êtes-vous aujourd'hui, novembre 2024, est-ce que vous êtes optimiste quant à la poursuite de la liberté de la femme africaine, je le dis de manière générale, depuis les indépendances, ou alors pensez-vous qu'aujourd'hui, et on en a discuté hier, est-ce qu'il y a une régression par rapport à la femme, ce qui pourrait être justement un paradoxe, parce qu'on va vers le meilleur en général. Donc, je n'ai pas d'avis. Donc, j'aimerais vous, en tant que romancière, nous dire comment voyez-vous cette évolution depuis les années 60 à nos jours. Tu veux commencer ? Jaili. Eh bien, ça c'est une question quand même un peu paradoxale, comme vous l'avez si bien dit. Il est clair que chez nous en Afrique subsaharienne, dans le Sahel, parce que moi, c'est vrai que tous mes écrits parlent du Sahel et la condition de la femme est la même qu'on soit au Cameroun, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, dans tous les pays du Sahel, qu'on soit musulman, chrétien, qu'on soit instruit ou pas, les femmes ont pratiquement vivent la même chose et dans les mêmes conditions. Elles sont généralement la couche la plus vulnérable, la moins alphabétisée et subissent généralement beaucoup de violences. Et donc, on me dit, parce que quand on lit mes romans, beaucoup de personnes me posent la question, est-ce que c'est toujours d'actualité ? Je rappelle que dans ma région natale, 60% des filles sont encore mariées avant l'âge de 18 ans. Et les 2/3 d'entre elles le sont avant 15 ans. Je rappelle que quand il y a quelque chose, un petit bouleversement dans l'ordre naturel des choses, c'est toujours les femmes qui sont les premières victimes. Dans ma région natale, depuis quelques années, nous faisons face à des attaques terroristes de la secte Boko Haram. Et donc... Alors, j'aimerais, Jaili, juste dire quelque chose d'important. Tu allais le dire pour Boko Haram ? Vas-y. Boko Haram, ça vient de Bouk, le livre. Donc, Boko, Bouk, Haram, interdiction du livre. C'est ça le Boko Haram. En fait, Boko Haram, c'est plutôt l'école occidentale et haram. Voilà, c'est ça. Et donc tout ce qui est occidental est rejeté. Mais c'est une secte terroriste qui se dit islamiste. Mais en réalité, tout ça n'a absolument rien à voir avec l'islam. Donc, quand il y a de l'incursion de Boko Haram dans les villages, dans les villes, les personnes enlevées, c'est généralement les filles et les femmes, parce qu'elles sont utilisées comme esclaves sexuelles, mais également
à chaque fois qu'il y a eu des attentats kamikazes, dans la plupart des temps, ce sont les filles qui ont été utilisées comme bombes humaines. Avec la pandémie Covid, eh bien, la Banque mondiale a dit qu'en Afrique subsaharienne, les droits des femmes avaient régressé de 30 ans. Ça veut dire que juste à cause d'une pandémie qui a duré 2 ans, tout ce qu'on a fait pendant 30 ans est tombé dans l'eau. Il y a eu beaucoup plus d'excisions, donc il y a plus d'excisions aujourd'hui qu'il y en a avant le Covid. Il y a plus de mariages précoces, il y a plus de polygamie, bref, les droits des filles et des femmes ont régressé vraiment de 30 ans. Donc juste par rapport au Covid. Donc les pandémies, les changements climatiques qui entraînent l'insécurité alimentaire, le terrorisme, l'insécurité, etc., c'est des choses justement qui font en sorte que les droits des femmes régressent, malgré qu'on peut quand même avoir quelque part un certain optimisme en voyant qu'il y a beaucoup plus d'écoles, que les filles ont plus accès à l'éducation, qu'il y a plus d'universités, qu'on parle beaucoup, on sensibilise beaucoup sur les questions des droits des femmes, etc. Et donc, moi je me dirais optimiste, même si je suis totalement consciente que beaucoup reste à faire et que tout n'est pas rose contrairement à ce qu'on veut dire, et que les gens prennent conscience que ça existe et que ça reste totalement d'actualité. Et c'est ça aussi la sensibilisation par les livres. Alors justement, et la littérature. j'aimerais que vous disiez un mot sur le travail que vous faites sur le terrain, hein, parce que c'est important. On peut avoir de belles paroles, mais dans la pratique, on vit sa petite vie, on est pour la libération, mais on ne fait rien. Et j'aimerais justement que tu dises les associations que tu as créées pour que les petites filles lisent, pour que les petites filles apprennent. Et c'est une expérience que je trouve formidable, bien sûr avec des sponsors, mais elle y met beaucoup de ses propres deniers dans ces associations. Eh bien, à la sortie de mon premier roman, la seule question que je me suis posée, c'est « et ensuite, je fais quoi ?» Maintenant que j'ai brisé les tabous, que j'ai parlé de toutes ces questions-là, est-ce que je dois croiser les doigts et me dire « voilà, j'ai fait ma part ?» Mais non, il fallait absolument que je donne l'exemple et que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai créé l'association Femmes du Sahel. Femmes du Sahel, vous pouvez regarder sur le net. Vous trouverez notre site, c'est juste femmesdusahel.org, femmes au pluriel. Avec l'association, nous avons 2 volets, l'éducation et le développement. Dans le volet éducation, nous parrainons des enfants et nous inscrivons les plus défavorisés d'entre elles à l'école. Nous donnons des kits scolaires. Depuis 3 ans, c'est 500 enfants qui bénéficient des kits scolaires. Les kits scolaires, c'est les cartables, les fournitures, etc. Et nous menons également des sensibilisations et des causeries éducatives dans les collèges et les lycées sur l'importance de l'éducation des filles et comment se prémunir des violences, notamment le mariage précoce et forcé et le harcèlement sexuel à l'école ou sur le chemin de l'école. Nous créons également des bibliothèques, aussi bien des bibliothèques scolaires que des bibliothèques communautaires. On vient de mettre en place, depuis le concours des lycéens, 2 bibliothèques communautaires et une bibliothèque de lycée. Donc, une bibliothèque à Douala et une bibliothèque dans ma ville natale, Maroua. Et avec les femmes, nous travaillons beaucoup avec les associations de femmes sur l'éducation des filles, sur les formations, sur également des activités génératrices de revenus, en octroyant aux femmes des microcrédits, en les accompagnant dans des activités comme l'agriculture, l'élevage, la santé, les petites formations, etc. Donc, vous pouvez, juste en faisant un tour sur notre site, regarder un tout petit peu ce que nous faisons. Ouais. Et tout ce qui me revient, tous les droits d'auteur en totalité de ce que je vends en Afrique,
Et une bonne partie de ce que je vends en France est reversé directement à mon association. Eh bien, et c'est avec cet argent que nous arrivons à scolariser les filles, etc. Donc, acheter les romans, c'est faire aussi une bonne action. Oui, c'est super. Peut-être qu'il faut l'applaudir parce que, franchement, il y a l'écriture, mais il y a aussi l'action. Et ça, c'est absolument magnifique. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un optimisme qui est absolument clair de ta part, Djaïli. Donc, même question à Maïssa. Donc, depuis 1962, pour notre pays en l'occurrence, à nos jours, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a une régression? Est-ce qu'il y a une avancée? Puis, comme a écrit Kateb Yassine au sujet d'une pièce qu'il a écrite sur les Mandela, il y a un pas en avant, 3 pas en arrière ou pas? Oui, alors si on doit remonter à 62, forcément, la condition de la femme n'est pas du tout la même que celle qu'elle était en 62. C'est évident. Moi, je vais partir d'un seul exemple très très concret. Je me suis installée dans la ville de Sidi Bel Abbès en 1973 à peu près. Quand je me suis installée, les femmes n'exerçaient que quelques métiers. Alors, infirmière, professeure, institutrice et secrétaire. Jamais nous ne voyions une femme dans un magasin, elle ne faisait jamais rien. Et il s'est passé quelque chose, je pense que certains doivent avoir encore en mémoire ce qui s'est passé dans les années 70. À la fin des années 70, il y a des usines qui ont ouvert. La Sonacom. De télévision. Oui, la Sonélec et la Sonacom. Et comme il y avait quand même des familles qui manquaient de revenus, qui avaient beaucoup de mal à trouver du travail. Il y avait des femmes divorcées qui n'arrivaient pas à pouvoir faire vivre non seulement eux-mêmes et leurs enfants, qui retournaient chez leurs parents. Enfin, il y avait vraiment une misère dans la condition féminine, c'était quelque chose de terrible. Ou alors elles vendaient leur force de travail en étant femmes de ménage. La plupart, c'était des femmes de ménage. Et quand la Sonélec et la Sonacom ont ouvert, ils ont ouvert des postes pour les femmes et les femmes ont commencé à travailler. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode où on est monté dans les bus, on leur a jeté de l'acide, on les a menacés de les brûler, etc. Il y a eu tout de suite des résistances, des réticences et de la violence pour ces femmes qui rentraient dans un monde qui était réservé aux femmes. On allait aussi dans les magasins, il n'y avait pas une seule femme qui était vendeuse, parce que ça la mettait en contact avec des hommes, des étrangers. Donc il y avait et ça je parle des années 70. Si vous retrouvez tout cela maintenant, ça paraît tellement normal que de rappeler ce que je viens de rappeler, ça semble un petit peu étonnant. Donc il y a eu une évolution, on peut le dire, il y a eu une évolution. Mais absolument. Ça dépend où on place le curseur. C'est ça, la liberté ou la libération de la femme, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Tout dépend de la manière dont on la conçoit et dont on la vit. Est-ce que cette libération par le travail, par les études, elle est évidente? On ne peut pas la remettre en cause, on ne peut pas la nier. On sait très bien qu'il y a plus de filles qui réussissent au bac, il y a beaucoup plus de filles qui sont inscrites à la fac, il y a beaucoup plus de filles qui font des métiers qui étaient autrefois réservés aux hommes. Donc elle est évidente et elle est incontestable. Qu'en est-il du reste? C'est-à-dire de la présence des femmes dans les lieux publics et dans l'imaginaire masculin. Ça, je ne sais pas s'il y a une évolution ou au contraire une involution. C'est ça le problème. Et le problème se pose de manière de plus en plus aiguë. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on peut se permettre de juger des femmes, ce qu'on ne faisait pas autrefois, à leur tenue. Tout simplement. Donc on peut obliger les femmes à porter des tenues particulières pour être des femmes, entre guillemets, respectables. Et on fait la différence entre les femmes respectables et celles qui ne le sont pas, celles qui le sont moins. Donc, est-ce qu'on peut généraliser? Est-ce qu'on peut dire que les femmes algériennes sont beaucoup plus libres qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années?
il y a des évidences, il y a des choses qui sont incontestables et irréfragables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir dessus. C'est évident qu'aujourd'hui, les femmes ne vont pas rentrer dans les espaces intérieurs, dans les espaces domestiques. Elles ne retournent pas à la cuisine. Voilà, vous pensez par exemple au livre au pluriel d'Assia Djebar, qui parle des femmes enfermées dans les patios, qui se racontent des histoires, des femmes qui n'ont pas droit à la parole publique, des femmes qui ne peuvent pas sortir. Moi, je ne peux pas raconter une histoire comme ça aujourd'hui. On trouverait que c'est quand même quelque chose Les femmes d'Alger dans leur appartement. Pas seulement, enfin pratiquement tous les romans d'Assia Djebar parlent de ces femmes, de ces voix de femmes qui résonnent. Très beaux romans d'ailleurs, dans les patios et dans les silences de la nuit. Ça n'existe presque plus, sauf peut-être dans des endroits. Mais est-ce que pour autant les femmes sont plus libres ou se sentent plus libres? Ça, c'est une autre question. Absolument. Merci pour cette réponse. Et effectivement, donc c'est allez, on va dire un pas en avant, 2 pas en arrière, pas 3. Je sais pas, non, je sais pas. Je sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je sais que les femmes ne sont pas prêtes à revenir. Oui, on va donner la parole à la salle dans 1 minute. Une minute. Mais alors, voilà, mais oui. Tu sais, je ne pense pas qu'on puisse revenir en arrière. L'avancée, elle est comment dire, irrésistible. Personne ne peut revenir contre ça. Mais il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une très forte résistance, et de plus en plus forte. Une résistance qui se concentre tout à fait, enfin pour moi, hein, c'est mon point de vue personnel, qui se concentre sur, par exemple, les vêtements vêtements des femmes, leur présence dans la rue. C'est cette forte de résistance qui s'accompagne parfois de violence, qui est dangereuse, et qui peut mener à une forme de régression. Mais je crois que l'avancée des femmes est irrésistible. Ce que tu dis est très vrai. En me promenant dans Alger Centre, effectivement, les magasins de vêtements pour femmes, j'étais très étonné, justement, j'étais très étonné de voir qu'on ne proposait le plus souvent que des robes longues, etc. Effectivement, cacher le corps. Alors, justement, ce que j'aimerais revenir au roman, à la littérature. D'après vous, est-ce que le roman aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, de Facebook, de TikTok et que sais-je, et de l'intelligence artificielle, est-ce que dans vos rencontres avec le public, et puis ce que vous écrivez, et ce qui vous revient, est-ce que vous pensez que le roman a toujours sa place dans l'éveil des consciences? Djaïli. Pour ma part, oui. C'était une question, hein? Oui. D'accord. Donc, le roman a toute sa place et gardera toujours toute sa place. Ouvrir un livre, c'est autre chose, en fait, et que de lire sur une tablette ou autre. Et il y aura toujours des personnes qui ne remplaceront jamais le livre, le format papier, par rapport à tout ce qui est électronique. Et pour ma part, je ne peux pas dire même que les jeunes ne lisent pas, parce que justement, je suis le Goncourt des lycéens, ce sont les jeunes qui ont aimé le livre, ce sont eux qui l'ont voté. Et absolument. Et aujourd'hui, que ce soit au Cameroun ou même en France, mes livres sont au programme scolaire. Et donc, voilà, de sujet tabou, on en vient à une œuvre scolaire qui est étudiée dans les lycées et dont les élèves peuvent discuter avec les professeurs. Maïssa? On est passé à autre chose maintenant. Hein. On est passé à la régression dans le domaine de l'écrit et de l'écriture et de la lecture. Et on le sait, on ne se fait pas d'illusions. Ce n'est pas le monde qui se promène ici au Salon du Livre qui va nous persuader que les gens lisent. Les gens ne lisent pas, ils lisent très peu, très très peu. Et même en Europe d'ailleurs. Oui, et l'engouement que l'on voit, comme par exemple
ces jeunes qui se sont massés pour rencontrer un jeune Oussama saoudien. Islam. Enfin, jeune, il n'est pas si jeune que ça. Non, il n'est pas si jeune que ça. Je l'ai vu ce matin, oui, ça oui. va, quoi. Pour lire ces romans. Il y a un engouement qui est toujours lié aux réseaux sociaux, etc. Voilà. Pour un jeune, prendre Dans un son livre... cas, c'était TikTok. Oui, prendre un livre spontanément ou aller dans une bibliothèque pour regarder des titres et essayer de voir quelque chose, combien de jeunes le font ? Est-ce qu'ils le font maintenant ? Je ne crois pas qu'on en ait beaucoup. Je parle des jeunes, mais les adultes ne sont pas en reste non plus. On lit très peu, très très peu. Moi, je rencontre mes lecteurs et j'aime pouvoir avoir des retours de ces lecteurs et qui parlent de leur attachement au personnage, de ce que ça a représenté pour eux. Mais on sait très bien que la lecture est en voie de pas de disparition, mais de régression. Oui. Moi, je pense quand même que par rapport à ce Saoudien dont on parle, même si les jeunes ont vu les vidéos sur TikTok et qui sont intéressés à son histoire ou aux histoires qu'il raconte, ils sont quand même venus acheter des livres. Un roman qui coûtait très cher, près de 5000 dinars. Et donc, pour moi, je pense que les écrivains devraient tout simplement se mettre à la page sur les réseaux sociaux, même si, voilà, c'est juste un outil de communication. Et donc, que ce soit Instagram, Facebook et autres, on peut se mettre en valeur en tant que personne, mais également mettre en valeur, en avant nos livres, pouvoir en parler pour donner justement à ces jeunes l'envie de le lire. Oui, ça c'est bien, donc, effectivement. Je pense qu'on encore faut-il savoir. Il faut qu'on utilise les réseaux sociaux dans le bon sens et que ce soit pour nous un outil de communication. Comme avant bon, ça ne se passait pas de la même manière. La communication elle-même a changé avec le monde. Donc les jeunes, c'est sûr, ils ne vont pas aller dans une librairie pour acheter un livre. Ou fouiller dans une librairie, mais ils vont aller à l'essentiel parce qu'ils ont entendu parler d'un livre, parce qu'ils ont entendu parler d'un auteur, parce qu'ils l'ont vu sur TikTok, sur Instagram, etc. Donc on doit l'utiliser, qu'on le veuille ou pas, on est obligé de passer par là. Effectivement, je n'ai pas lu le livre, mais encore faut-il savoir ce qu'il y a dedans. Et d'ailleurs, on passe sur les réseaux sociaux. Dans un moment. D'accord. Gardez le micro. Je pose la dernière question et puis on passe au débat avec le public parce que c'est important. Juste une dernière question. Vous venez du Cameroun, vous êtes en Algérie et l'Afrique. Que pensez-vous de la circulation du livre en Afrique ? Est-ce qu'elle vous plaît telle qu'elle est ? Est-ce qu'elle est inexistante ? Que faut-il faire pour que le livre algérien, le roman algérien soit lu à Douala ou à Yaoundé et le roman publié à Yaoundé soit lu à Alger, Oran, Constantine, etc. Ou bien faut-il passer par Paris et Londres pour qu'on lise ? Voilà la question que j'aimerais vous poser. Que pensez-vous de la circulation du livre en 2024 ? Eh bien, ça sera ma dernière question. Pour moi, nous avons eu la même question il y a plus de 10 ans dans cet espace, Esprit Panaf. Et justement, il avait même été question à un moment de pouvoir faire des coéditions entre des éditeurs algériens et des éditeurs africains pour que les livres puissent être disponibles. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Comme chaque fois qu'on fait un projet en ce qui concerne c'est des souhaits. Voilà, c'est des souhaits, les distributions de livres en Afrique. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile d'acquérir les livres qui sont publiés en France, peu importe le pays africain, que d'aller acheter des livres qui sont publiés dans les autres pays africains. Chez nous, au Cameroun, la distribution n'existe pas, la diffusion n'existe pas. L'éditeur n'arrive même pas à couvrir le pays, alors encore moins les pays africains. Et donc, pour ma part, l'astuce que nous avons pu trouver avec mes éditeurs, ce que je publie aujourd'hui en France, mais je laisse mes droits, je donne à mon éditeur français les droits mondiaux, mais généralement,
pas les droits pour le Cameroun ou certains pays africains, pour pouvoir les donner à des éditeurs locaux. Pour le roman Les Impatients, par exemple, nous avons ici la version algérienne. Absolument. Donc la coédition algérienne. Chez El Kalima, il faut le dire. Voilà. Le livre est sorti en France sous le titre Les Impatientes, mais voilà l'édition, la coédition donc du roman chez un éditeur algérien pour que les Algériens puissent avoir le livre à moindre coût. Et ça, c'est important. Absolument. Et au Cameroun, c'est les éditions. Là, pour le Harem du Roi, vous voyez, par exemple, l'édition française, elle coûte 22 €. Si j'apporte cette édition française ici, eh bien, c'est hors de prix. Alors que l'édition camerounaise, chez nous, coûte moins de 10 €. Et donc, ça permet, les coéditions permettent aux livres non seulement d'être disponibles dans les pays africains, mais également d'être à la portée de l'Africain moyen. Maïssa, donc la circulation du livre interafricaine. Écoute, je sais qu'il y a des maisons d'édition africaines, mais pour voir leur production, pour pouvoir les voir, il faut venir ici au PANAF. Et je pense que justement l'initiative du Salon du Livre, qui n'est pas réservé aux livres publiés et édités en France, c'est un salon du livre international dans lequel on peut avoir accès à des livres. Mais bon, moi j'ai exactement la même chose que toi pour les contrats d'édition. Je suis édité en France, mais mon éditeur, il y a une clause dans laquelle je dispose de mes droits pour l'Algérie. Et je suis également édité chez Barzac en Algérie. Donc on peut penser qu'il y a une espèce de circulation. Moi, je prends l'exemple de Barzac puisque je les connais bien. Je sais qu'ils éditent des livres qui sont publiés d'abord en France par des auteurs algériens et qu'ils essayent de faire circuler. Mais par exemple, les livres marocains ou tunisiens, on n'en voit pas beaucoup ici. Alors que c'est quand même le Maghreb, les livres écrits en Libye, tout ça, on n'en voit pas beaucoup. Il faut attendre des occasions. Et je ne sais pas s'il y a une véritable circulation. Et ce qui est gênant, c'est bien entendu, je parle du cadre de la francophonie, c'est que finalement, c'est au niveau de la France que se fait et se défait la réputation d'un auteur. Voilà. Ah, bon, on en sait quelque chose. Voilà. Alors, pour parler de l'édition, en ce qui me concerne, j'écris des essais sur l'Afrique du Sud, etc. Et moi, je tiens à éditer en Algérie et en Afrique de l'Ouest. Et j'ai trouvé 2 éditeurs qui ont accepté de se donner les droits. C'est Casbah Édition et l'Harmattan Guinée. Et donc, les ouvrages sont publiés en même temps, dans le même mois, en Algérie et chez l'Harmattan Guinée, qui a une distribution, une visibilité internationale beaucoup plus importante. Et ça, c'est en Afrique de l'Ouest, par rapport à Casbah, qui est visible, bien entendu, en Algérie, en France, mais ça reste limité. Donc, de ce point de vue-là, il faudrait que que l'Union africaine fasse quelque chose à propos de la circulation du livre. Ben, écoutez, on a dépassé notre horaire d'une demi-heure. On a passé 2 heures ensemble. Je pense qu'on peut applaudir et remercier nos 2 romancières. Merci beaucoup pour votre présence et surtout pour vos questions, votre attention. Mais avant de partir, il y a des ouvrages de Djaïli Amadou Hamel qui coûtent 1000 dinars si vous êtes intéressé.